Bonjour, je suis très heureux de faire avec vous cette conférence en ligne. Ah, le problème des réformes de l'État, de la gouvernance, euh, sont des enjeux majeurs de transformation. Et une question majeure, c'est la bonne gouvernance d'un État. Et, on entend parler de la réforme de l'État et c'est un beau slogan. Mais la problématique, c'est comment faire cela et de façon efficace, efficiente, économe, éthique, etc. Et il y a beaucoup de pratiques. Et avec l'expérience, je me suis dit que très souvent, certains gouvernements, en tout cas, ont mis l'accent sur des réformes localisées, lesquelles, à mon avis, ne me permettent pas la vraie transformation. D'où le titre de cette conférence. Extension de la réforme au-delà des limites d'une seule institution. Évidemment, ici, le mot institution, je l'entends au sens où il y a des unités, une unité de gestion qui s'occupe de la réforme et qui est localisée à certains aspects. Par exemple, on entend parler de la gestion axée sur les résultats, des choses comme ça. Et d'expérience, pour avoir été pendant 30 ans, 40 ans en inspecteur général d'État, j'ai visité beaucoup de services publics, quel que soit le mode de fonctionnement, le statut juridique, en régie, autonome, etc. Et il y a également une tendance en Afrique qui est de copier des modèles venus d'ailleurs. Par exemple, vous entendez très souvent parler des structures comme BOSS, c'est des unités de transformation localisées au niveau souvent de la primature, de la présidence de la République, ça dépend des pays. Mais en fait, la vraie transformation suppose la capacité à déclencher à un moment donné des mouvements qui convergent vers l'objectif majeur de transformation. C'est un peu ce que j'ai voulu dire ici. La bonne marche d'un État ne saurait dépendre d'une seule institution, mais aussi d'une seule personne. Et que ce soit sur le champ des rivalités politiques ou de la démagogie des militants, etc., on a tendance à sacraliser une personne comme si elle était le transformateur unique qu'il faut aduler, des choses comme ça. Mais en fait, le grand problème, c'est d'avoir un vrai leader transformationnel qui s'est fédéré autour de lui. C'est une équipe qui gagne. C'est une équipe qui gagne. Et il est temps que les Sénégalais, les Africains le comprennent. À défaut, les choses seront très lentes, il y aura beaucoup de déceptions et finalement, euh, il n'y aura pas de scaling, c'est-à-dire de transformation à une échelle très vaste. Et c'est un peu ça les propos de cette conférence que je voudrais faire avec vous en ligne, en espérant que cela suscitera bien évidemment des questions, des questionnements. Voilà un peu la problématique que nous allons essayer de partager avec vous. Donc, une question fondamentale pour moi, c'est comment pouvons-nous mettre en place une stratégie ou des tactiques qui permettent d'éteindre les réformes au-delà des frontières d'une seule institution, d'une seule personne, et l'élargir à la notion de partie prenante. Et ça pose un problème, la question de savoir qui sont ces parties prenantes. Et donc, ma réponse est oui, nous pouvons le faire. Et il y a des bonnes pratiques qui le montrent, il y a des pays qui l'ont réussi, etc. Et c'est une réflexion que j'avais entamée il y a plusieurs années et lors d'une formation donc initiée par ce centre de recherche là qui est au niveau de Princeton University qui essaie d'étudier les bonnes pratiques gouvernementales donc de transformation en prenant un échantillon des pays ou d'organisations qui ont réussi des choses et essayer d'extrapoler. C'est une initiative très importante, disons aussi web pour ça très intéressante. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en ont, mais à l'époque, ils avaient fait un séminaire en ligne qui s'appelait Making Government Work in Hard Place. C'est-à-dire que dans les endroits où il y a des problèmes, comment les gouvernements font pour transformer et pour créer des migrations nécessaires. Une des leçons dans cette recherche que j'avais effectuée,
et de dire qu'effectivement, si vous avez des dirigeants, si vous avez des équipes, si vous avez des leaders qui ont su créer des coalitions engagées, hein, si toutes ces personnes sont engagées ou ces structures sont engagées autour d'une vision commune du futur, ces dirigeants, ces équipes, ces coalitions de dirigeants, de leaders d'équipe peuvent faire la différence. Et c'est ce que j'essaie de montrer et que j'écris dans plusieurs autres articles. Donc, cela signifie que pour nous, le changement suppose un partage entre différents acteurs, bénéficiaires de programmes, ou disons de parties prenantes, à condition que ces acteurs, ces parties prenantes, ces bénéficiaires soient convaincus que grâce à une volonté politique solide, des réformes efficaces, donc le changement peut, effectivement, la transformation peut avoir lieu. Et évidemment, si les gens voient que le mouvement de transformation est amorcé, qu'ils sentent les effets, les impacts, disons, sur leur vie, sur leur rêve, sur le projet, effectivement, le changement peut se déclencher. Et donc, et ça, c'est un problème de leadership que nous allons essayer de développer. Donc, ça ira plus vite lorsque les gens auront la preuve que maintenant les choses bougent. Et ça, le problème, c'est comment apporter la preuve. Donc, que effectivement, ces transformations, et que des leaders que nous qualifions de transformationnels ont pris en main ce processus, ce mouvement, cette direction du changement avec, et que le succès commence à paraître, à impacter les vies des gens. Et ça peut être un grand défi pour un président de la République, pour un premier ministre, pour un ministère chargé des réformes, un directeur général, un leader. Et en fait, ça s'applique à différents responsables de gestion d'unités administratives, d'organisations, disons, publiques ou privées. Et donc, le changement nécessite un modèle qui consacre donc une unité de gestion ou des unités, hein, dont le rôle c'est de mettre en œuvre le changement. Cela suppose aussi des leaders capables de créer des talents, des équipes, hein, des unités de gestion de la performance. Disons aussi la culture de la performance et de la transformation. Et ce changement n'est pas le produit, si je peux dire, parler ainsi d'un seul leader. Il faut une coalition de talents. Hein. Et ça, effectivement, lorsque cela existe, cela signifie que nous avons à bord un leader qui est entouré d'autres leaders qui sont très engagés, qui pensent à la transformation. Donc, c'est cette combinaison de talents, d'équipes, de visions qui permettent, sous la guidée d'un grand leader transformationnel, et qui vont permettre un peu que les réformes commencent à porter leurs fruits, que les gens le sentent. Et ça signifie aussi que nous avons ce qu'on appelle aujourd'hui des leaders coach, hein, des leaders capables de coacher les gens, et capables de les mettre dans un processus d'apprentissage, de prise de conscience, et que le succès est possible, et dans un processus de renforcement de leur propre confiance et de leur capacité. Sur ma chaîne YouTube, ce thème-là, je l'avais déjà développé. Et donc, cela suppose également que le suivi, la détermination des priorités, des suivis et des évaluations, la fonction de gouvernance et contrôle devient une fonction majeure dans ce système. Et évidemment, il faut un leader qui oui, que ça soit ainsi. L'autre leçon que j'ai apprise de la pratique en tant que fonctionnaire qui a apprenté énormément de services publics et même consultant international dans certains pays qui a aidé à mettre des choses de ce genre, c'est de dire aussi que cette gouvernance de contrôle est primordiale et à fortifier par le leader. Et ensuite, un autre aspect important, c'est la recherche. Une recherche action endogène qui se diffuse au niveau des gens. Et là également, cela signifie que la gouvernance de contrôle a déterminé de bons projets d'audit interne ou d'évaluation de politique publique ou d'investigation, des choses comme ça, et que les résultats sont popularisés, et non seulement popularisés, mais servent à alimenter des projets de changement. Et aujourd'hui, je pense aussi qu'on va s'appuyer sur des techniques très intéressantes, telles que la réingénierie des structures, des processus, des stratégies, en nous comparant
à d'autres pays, d'autres gens qui ont réussi des choses intéressantes. Et je pense que c'est la combinaison de ces pratiques, de ces outils qui vont faire que il y a ce que j'appelle une contagion du changement et des réformes, qui ne soit pas simplement le credo d'un dirigeant au sommet, mais le credo d'une masse critique de transformateurs. Et il y a également cet impératif d'impact que les gens sentent que ce qui se fait produit des impacts sur eux. Ça signifie comment on fixe les priorités, et comment on récompense ceux qui gagnent. Il y a cet ensemble qui font que la contagion, ce que j'ai appelé la contagion, devienne une réalité vécue, ressentie. Et donc, que les gens voient une forme de convergence d'intérêts entre les objectifs de changement, la vision transformationnelle et eux-mêmes, leur propre vie, par exemple, de tous les jours. Évidemment, une autre solution également, c'est de considérer que finalement, ce n'est pas le rôle des leaders au sommet de faire à la place des gens, mais plutôt de faire faire. Et en ce sens, un deuxième credo me paraît très intéressant. C'est un credo galvaudé, le partenariat public-privé. Mais il faut voir comment l'élargir au-delà des entreprises multinationales, des choses comme ça. Il faut avoir de ce concept une conception dynamique. Ça peut être des partenariats avec des citoyens, des groupes de plaidoyer, la société civile, les fonctionnaires, les gens qui réussissent, etc. Et je crois que c'est cette vision dynamique qu'il faut retenir comme le bon credo. Il y a également la nécessité de la discipline. Un pays discipliné, des entreprises disciplinées, des citoyens capables d'autodiscipline. Mais cela suppose peut-être un ensemble de choses que le leader au sommet donne de la voix, comme on dit aujourd'hui, donne le top, ou qu'il soit lui-même un modèle de changement, qu'il soit lui-même un modèle de personnes disciplinées, de personnes qui pratiquent la méritocratie, etc. Et il y a des cas pratiques très intéressants sur la Malaisie, Taïwan et consorts, qu'on aurait pu développer ici. Et nous le ferons dans d'autres vidéos, ce n'est pas vraiment l'objectif, mais c'est le principe de la discipline et de l'autodiscipline. Et ça suppose aussi que le leader au sommet de la pyramide cherche à s'entourer d'autres leaders capables de venir en appui. Et cela permet de créer des coalitions, des réseaux de réformateurs qui vont contribuer au changement. Et ça suppose toute une stratégie de renforcement des capacités pour expliquer aux citoyens et aux parties prenantes les enjeux de la transformation. Et évidemment, il y a aussi un autre enjeu. Vous voyez, donc il y a plusieurs, c'est pas un seul élément qui fortifie le changement, la transformation. Comme nous le voyons, il en existe beaucoup d'autres. Et renforcer la motivation, et créer une culture de performance, donc le management à la performance, et une culture d'excellence, et des valeurs du changement, des citoyens disciplinés qui se respectent, qui respectent les autres, et une stratégie de renforcement de la confiance des gens, et la récompense des talents qui réussissent, qui font de bonnes choses. Donc, un principe essentiel, c'est la méritocratie, parce que la méritocratie, si elle est bien gérée par des actes visibles, les gens le voient et commencent à se dire non, écoutez, il faut se mettre au travail, on doit mériter ceux qui font des bonnes choses. Ça va peut-être inspirer les générations actuelles et puis peut-être les générations futures. Donc voilà des éléments très importants pour le premier point. Et donc, quand il y a des dirigeants, des équipes de leaders et des coalitions engagées autour d'une vision commune, dont j'ai proposé plusieurs axes, effectivement, le changement pourrait se déclencher et devrait se déclencher. Ce qu'on a vu dans des pays où il y a eu des transformations rapides, parfois sur 2-3 décennies. Et donc, c'est de bonnes pratiques qu'on a trouvé des valeurs au niveau de ces organisations. Et il y a beaucoup de recherches, il s'agit des entreprises privées ou des États. Donc, j'aime bien le livre de David Osborne et Ted Gable sur ce problème-là. Et donc, comment l'esprit d'entreprise peut transformer le service public. Vous voyez beaucoup d'exemples de ce genre. Deuxième impératif, pour la vision
doit être pilotée, mise en œuvre par des instruments. Il ne suffit pas d'avoir une vision, il faut avoir des outils d'action, des instruments pour l'action. Et donc, il faut que la vision trouve son prolongement dans le comment faire les choses. Vous voyez beaucoup de gens qui récitent des slogans qu'on peut trouver dans n'importe quel livre, mais ils n'ont pas ce talent, de faire l'exécution. Si vous regardez ma chaîne YouTube, vous verrez que papa, il y a 2 ou 3 vidéos sur l'exécution. Et donc, c'est un peu ça que je veux dire. Donc, la vision stratégique doit être matérialisée par des instruments. Bon, évidemment, le management moderne a développé beaucoup d'outils, les déclarations d'émissions, les plans stratégiques, le management des risques, les contrôles internes, les plans d'action, des vieux outils comme l'analyse PESWOT, l'analyse des parties prenantes, sur un stakeholder analysis, l'analyse stratégique, le management stratégique, il y a beaucoup de modèles, etc. Les outils de contrôle interne, de suivi, évaluation, la liste est longue. Et comment on détermine les priorités, les domaines clés, les résultats, les tableaux de bord de performance, les balances scorecard, etc. Et aujourd'hui, quelque chose sur laquelle je crois beaucoup de gens sont d'accord, c'est que tout ça ne peut réussir que si vous avez des leaders proches. Et il y a beaucoup d'études, d'enquêtes, de surveys, comme disent les anglo-saxons, et qui démontrent que c'est ça qui souvent manque le plus. Donc, des séances de développement, le leader doit développer ses capacités à développer les autres, à coacher les autres. Et ça nous ramène à toute la problématique des différences entre le leader, le manager, l'entraîneur. Bon, ils peuvent être différents. C'est vrai que parfois aussi, on peut trouver une personne qui a 3 ou 4 de ses talents. C'est merveilleux si on le trouve. Il existe bien d'autres outils, j'en ai cité déjà peut-être même une bonne dizaine. Chaque cabinet, chaque institut propose ses méthodes, mais quand vous regardez ce qu'ils disent, Peter Drucker l'a dit depuis très longtemps, hein, donc Bertelsmann Institute, j'espère que je prononce bien le nom, Big Fast Result Approach, l'approche philosophique. J'ai développé une méthode comme ça que j'appelle la méthode de sens de responsabilité de la performance que vous trouvez sur ma chaîne YouTube et que j'ai expérimenté à l'époque en tant que directeur général de l'École nationale d'administration de magistrature. Ce ne fut pas facile de faire des choses comme ça dans l'administration publique qui est routinière, qui travaille au jour le jour. J'ai eu beaucoup de problèmes à cause de vouloir innover quelque chose comme ça. Hein. Donc, mais peut-être que c'était pas maturé. Et donc, c'était dans les années 90, je crois. Et donc, peut-être qu'aujourd'hui, avec tous ces débats sur la réforme, sur des structures comme ça, peut-être, je dis bien peut-être, passerait plus rapidement. Encore que c'est approuvé. C'est approuvé. Le changement n'est pas facile. Et donc, voilà un peu des conseils que je voudrais donner et qu'on peut concrétiser par des démarches. Chaque cabinet a proposé. Nous ne devons pas suivre les cabinets comme ça. Chaque cabinet essaie de vendre son modèle parce qu'il faut être différent, il faut montrer qu'on a de bons journalistes. Nous, c'est à nous de faire la synthèse en faisant confiance à des ressources endogènes, mais à condition que ces ressources endogènes soient elles-mêmes engagées dans la recherche, dans le benchmarking, et pour pouvoir, n'importe quel des modèles que je viens de citer, vous pouvez peut-être le fusionner avec un autre que j'ai cité. Vous pouvez faire quelque chose sur mesure, ça dépend de votre environnement. Ce n'est pas facile, c'est mon rôle de conseiller, de consultant, mais je me rends compte à quel point des gens rejettent quelque chose qu'ils ne connaissent même pas. Hein, et pour essayer moins de découvrir ce que c'est expérimenter. Voilà, mais c'est le rôle du leader d'appuyer. Si vous avez un bon leader, on peut y aller ensemble, nous, consultants, leaders, managers, etc., au rythme qui peut-être serait possible dans un environnement. Donc, ce deuxième impératif d'avoir des outils, des instruments, j'ai cité comme ça au hasard plusieurs d'entre eux. Et d'ailleurs, ça continue parce que, en fait, un niveau d'analyse, le troisième niveau que je peux développer, c'est que vous ne pouvez pas faire tout ça souvent quand vous ne réorganisez pas l'État, quand vous ne réorganisez pas la structure publique ou privée qui est concernée et qui a besoin de changement. Et il faut aussi donc des instruments de rationalisation. Et aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle des démarches. Le re-engineering, qui peut être très intéressant de comparer le Rwanda et un pays qui peut-être ne serait pas en avance sur certaines pratiques. Et
de tirer des leçons des réformes aux États-Unis sur le governance performance results, la loi sur les performances et les résultats, c'est très intéressant. Bon, ici, on parle de chercher axé sur les résultats, mais la plupart du temps, il n'y a même pas un règlement, une loi, quelque chose comme ça. Il y a c'est vrai qu'il y a les normes de human et tout ça, mais ça, c'est des credos, quoi. Hein, c'est pas des outils. Hein, c'est pas des outils. C'est pas avec ça que vous allez faire ça réellement. Hein, c'est une sorte d'orientation. Hein. Donc, il y a des outils, il y a des démarches pratiques. Donc, et sur ce plan, l'Asie a donné de bons exemples, beaucoup plus. Et un pays comme Dubaï également, j'ai discuté avec les cadres là-bas de la performance. Je voyais des jeunes qui me disaient, you can do it, you can go away. Et donc, cette mentalité de la performance, et cette culture de la performance, c'est parfois un premier impératif. Et ces pays ont compris, et donc, asiatiques, beaucoup de pays asiatiques ont mis en place, et depuis très longtemps, ce qu'on appelle le nouveau management public aujourd'hui, à l'aide de processus, en créant, faisant des différentes unités administratives, des centres de performance au niveau gouvernemental. Évidemment, ça suppose des capacités à gérer la performance, à leader les gens, et donc être un leader des gens. Et donc, c'est un... ça peut être difficile. Pour certains, à mon avis, bon, j'ai une expérience de près de 40 ans dans les services publics de type francophone, mais étant formé à la double casquette du management privé et du management public, effectivement, je suis un peu sceptique parfois. Et les gens considèrent que le modèle qu'ils ont appris est universel, ce qui n'est pas du tout vrai. Et c'est peut-être au niveau de la formation qu'il faut régler ces genres d'esprit figés-là. Et cela empêche également une évolution sérieuse vers la construction d'un état de classe internationale. Et c'est ainsi que vous verrez que nos administrations publiques, par exemple, sont des sortes de monstres à plusieurs têtes, dites là, et avec des chevauchements, des duplications, des structures, des processus fragmentés, et toute une galaxie d'agences qu'on aurait pu fusionner ou même parfois supprimer, qui font double emploi avec les directions générales. Et le paradoxe, c'est que souvent, ces agents sont beaucoup mieux outillés et mieux rémunérés pendant que les directeurs généraux, évidemment. Et ça ne devrait pas se passer comme ça. Normalement, les directeurs généraux doivent être les grands patrons de ces gens qui ont besoin d'être contrôlés, qui ont besoin d'intégrer ce qu'ils font dans une perspective globale. Et ça, c'est une réforme. C'est une réforme d'un grand leader, du courageux, dépolitisé, certainement, etc. Donc voilà, c'est casser cette dynamique est très importante. Voilà, donc ce genre de réforme demande beaucoup non seulement de rigueur, mais de courage. Et souvent, d'ailleurs, nous n'avons pas, en tout cas dans les pays francophones, un cadre législatif adapté à ce genre de, 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 de transformation, par exemple la gestion stratégique, le management des risques, et l'extension du contrôle interne que les gens confondent souvent avec le contrôle interne budgétaire et constant. Voilà des tas de choses très importantes. Des chaînons, il manque quelque chose sous la forme d'un cadre, d'un référentiel ou de référentiel pluriel qui permettent de mettre. Et c'est là, il faut construire les outils, il faut construire les processus, il faut les réformer malheureusement ou heureusement. Je dis malheureusement parce que souvent, les gens ne veulent pas réformer ça. Donc, pour réformer sérieusement, je pense que quelques perspectives sont à explorer. Simplifier, rationaliser, réingénierie des structures, des processus, des chaînes de valeur. Et quelque part, croire un peu dans sa tête que small is beautiful, c'est un bon credo. C'est un bon credo. Et il faudra peut-être déclencher un processus qui permette de transformer plusieurs unités du secteur public en centres de responsabilité et de performance. Et il faudra intégrer les principes du management public actuel en matière d'audit interne, de cartographie, de registre des risques, des choses comme ça. Et il y a des modèles très intéressants peut-être que nos cadres qui sont chargés des audits, des évaluations, en donnant des études, en donnant à ces termes au sens large, devraient peut-être également s'intéresser au modèle de maturité des systèmes, des dispositifs, des processus.
il y en a une pluralité et c'est à eux de faire la synthèse de ces modèles et de choisir quelque chose. Hein. Donc, je pense que la gouvernance de contrôle, c'est un des impératifs. J'entends contrôle au sens large. Donc, c'est un des impératifs qu'elle n'a pas encore assumé, que c'est pas encore approprié. Donc, voilà, introduire les paradigmes donc du changement, de la gestion du changement, les principes, l'évaluation. Et puis, construire un État, s'il s'agit d'État, et c'est valable pour le secteur privé aussi, hein, des unités organisationnelles publiques, privées, que ça soit l'État, où vous avez un certain équilibre, une certaine synergie entre trois pôles. La gouvernance, le management, la surveillance. Quand vous regardez la gouvernance dans nos établissements entreprises publics, franchement, elle est extrêmement en retard sur les principes de la gouvernance d'entreprise. Donc, qu'on développera dans d'autres modules, par exemple. Et donc, le management, les gestionnaires, ils ont en dessous de la gouvernance, qui est un peu le gardien des engagements du management. Mais ici, chez nous, on a l'impression que c'est l'inverse, que c'est le management. Le DG est plus fort que les membres de son conseil d'administration, par exemple. La surveillance avec cela. Donc, ces propos sont à reconstruire dans un État moderne et c'est un grand défi. C'est une réforme importante, c'est une réforme dans la durée. Donc, voilà un peu le troisième pôle que je propose et que je partage avec les amis des pays africains aujourd'hui. Je fais ce que je peux et pour qu'on avance très bien dans ce domaine. Et je suis même allé plus loin. J'ai commencé maintenant à construire les cas pratiques. C'est dire aussi que tout ce que nous disons s'intègre dans les modules de gestion de performance, donc de management public sur notre site de formation à distance, et que nous sommes en train de relooker avec cet outil qui a servi à faire cette conférence. Donc, rejoignez-nous sur nos plateformes de formation donc à distance et puis tout ça, il y a d'autres lectures qui l'approfondissent, il y a d'autres PDF que vous pouvez télécharger, d'autres vidéos que vous trouvez sur, etc. Et des cas pratiques, donc, etc. Et puis la plupart de nos modules, vous avez notre recueil de cas pratiques, etc., des e-books et consorts. Le quatrième pôle maintenant, quand vous avez tout ça, vous avez besoin de construire un système d'intégrité, transparence, et donc qui soit éthique et où l'équité existe. En général, l'un sans l'autre pose des problèmes. Et parce que les gens ont besoin de voir, comme je l'ai dit, que le changement est sincère, qu'il s'est produit, qu'il a des impacts, etc. Et donc, il ne suffit pas simplement, comme on vous a proposé ici, d'avoir ces équipes, ces coalitions, donc unies par une vision commune, et qui disposent d'outils. Et il ne suffit pas également de rationaliser, de faire le réengineering, etc. Et une administration publique, par exemple, une organisation tournée vers les clients, que ce soit des citoyens, que ce soit des entrepreneurs qui ont besoin de l'État, etc. Il faut également, les systèmes reposent sur une intégrité, une transparence formalisée. Comment donc, nous allons le développer tout à l'heure. Évidemment, nous avons déjà diffusé un paradigme que nous pensons être prouvé, eu égard aux bonnes pratiques que certains pays, certains leaders, Mahathir, Lee Kuan Yew, j'espère que je prononce bien son nom, etc. Et ces grands transformateurs-là, je pense que leur combat, c'était de susciter l'adhésion. Quelles que soient les méthodes qu'ils ont utilisées, l'adhésion des citoyens. Si le leader ne parvient pas à construire l'adhésion des citoyens, si le leader ne parvient pas à disposer d'élites convaincues que les choses peuvent changer, sont en train de changer, mais il va chuer tôt ou tard. Et donc, il va sortir par la petite porte, si c'est un système électif ou des choses comme ça. Et donc, il faut des réformes orientées vers les clients. Il s'agit du secteur privé, il s'agit du secteur privé. Ici, par exemple, dans l'administration publique, c'est l'administration qui a besoin c'est l'usager qui a besoin de l'administration, de dirigeants, par la mœurs. On n'a pas pu créer cette culture-là.
ou inversée par rapport à ce que nous connaissons. Bon, quand on dit clients, chez nous, c'est les citoyens, ça peut être les contribuables, les usagers du service public. Évidemment, dans l'entreprise privée, ce concept existe depuis très longtemps, c'est beaucoup plus clair. C'est quelqu'un qui a besoin d'un produit, d'un service, etc. Mais cela suppose que vous avez de nouvelles unités administratives dotées d'une forte pensée stratégique. Les directeurs généraux devraient être des gens qui ont cette capacité de pensée stratégique et pas simplement de déroulement de pratiques quotidiennes. Encore qu'ils en ont besoin, mais ça, c'est le problème de l'entourage qu'on a et de réduction des comptes. Une fois que j'accepte d'exercer des responsabilités, et j'accepte la réduction des comptes sur ces différents aspects. Il s'agit d'audits internes, qu'il s'agit d'investigation, qu'il s'agit d'évaluation des politiques publiques, qu'il s'agit simplement de monitoring, de suivi, des formes de suivi, évaluation, etc. Il s'agit de contrôle de gestion. Moi, je veux, en tant qu'inspecteur général qui a arpenté, j'ai écrit un petit bouquin comme ça, que je devrais peut-être mettre au goût du jour, promenade à travers les voies du service public. Donc, il y a vraiment qui s'est promené dans. hein, je suis toujours étonné. Je vois dans certaines unités du secteur parapublic des auditeurs internes qui sont mal positionnés, qui sont mal positionnés finalement, un positionnement qui est contraire au principe de l'indépendance, de l'autonomie, tout ce qu'on trouve dans les normes internationales. Les contrôles de gestion, j'ai vu dans beaucoup d'entreprises publiques ou des agences que j'ai fréquentes, hein, ils dépendent des directeurs financiers et c'est un peu le contraire bon, mais ça supposerait que peut-être le manager au sommet comprenne vraiment ce que c'est qu'un organigramme, ce que c'est que une position à staff, une position en ligne, les structures matricielles. C'est évident que ces gens-là souvent ne connaissent pas et pourtant c'est eux qui dirigent. C'est une problématique bien africaine, je crois. Et donc, bon, je ne dis pas que ça existe par ailleurs aussi. Vous savez, souvent aussi, il y a des stratégies conscientes derrière des choix organisationnels, etc. Et qui ont des capacités benchmarking, qui ont la curiosité. Parce que tout ça aussi suppose la curiosité. C'est peut-être pas la chose la mieux partagée du monde. Certains me diront non, que l'inverse. Incapables également qui sont convaincus qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives à la méritocratie, à la performance, etc. Voilà tout un ensemble de mesures intéressantes, je crois, je l'espère. C'est un vaste programme. Je ne sais pas si n'importe quel leader peut le faire, si n'importe quel manager peut le faire, mais je le rappelle. C'est évident que le leadership est probablement une des contraintes. Et ça suppose évidemment que le leader ne soit pas simplement, parce que souvent dans le leadership, c'est l'une de nos vidéos à venir d'ailleurs, on présente le leadership de façon idéale ou idéale, et donc on oublie les aspects négatifs qu'il y a des leaders qui n'ont pas ce profil de leader transformationnel et qui finalement s'abordent le changement. Et donc, mais ici, nous reviendrons sur ça, je crois que c'est le thème de notre prochaine vidéo. Et ce n'est pas un leader solitaire, à mon avis, un leader solitaire qui va faire ces choses. Bien que souvent on dise oui, le leader, à un moment donné, il est solitaire, etc. Mais il faut un leader capable de conduire une équipe, des équipes transformationnelles et qui a un très bon cercle rapproché. Hein? Parce que votre cercle rapproché, souvent, vous finissez par ressembler à votre cercle rapproché. Donc, il doit accorder une importance importante sur le recrutement, son staffing, etc. Donc, sinon, en fait, tout ça, comme on le voit aujourd'hui, chacun d'entre nous a lu, entendu quelque part de très grands slogans, de bons slogans, sur ceci, je suis la tête sur les résultats, contrôle que chacun répète ça. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est la capacité à pouvoir concrétiser ces principes, ces référentiels, et que ça soit fonctionne réellement dans la réalité. Sinon, rien ne va bouger. Et donc, c'est un, donc, voilà. Et puis, souvent, quand il y a trop de slogans, tous les propagandistes, tous ces gens-là, ça en sert, mais à d'autres fins. Et vraiment, c'est le thème de ma prochaine vidéo. J'ai anticipé, c'est des contraintes qui sont là.
Et effectivement, un leadership toxique, des démagogues, des propagandistes dangereux pour la croissance économique, pour l'avenir de la démocratie, peut profiter de ces lacunes et peut-être devenir les leaders de demain. C'est quelque chose que beaucoup de gens craignent aujourd'hui. Mais c'est possible. C'est possible si chacun de nous se laisse aller et croit à n'importe quoi. On va essayer de conclure. Les réformes et leur impact est l'affaire d'une coalition de leaders qui ont envie de changer les choses, qui peut-être ont été mobilisés et conduits vers cette direction par un ou des leaders transformationnels convaincus. Ce n'est pas donc l'affaire d'une seule institution, ce n'est pas donc l'affaire d'une seule pratique de management, par exemple, ou de leadership. Ce n'est pas quelques outils, c'est un ensemble, c'est un système qui permet d'amorcer les réformes et de les conduire à terme. L'autre aspect que je voudrais développer au niveau stratégique, ça suppose que les unités administratives soient impulsées par des gens qui ont des capacités de ce que j'appelle ici de réflexion stratégique, et donc et qui peuvent le transférer à des gens pour la mise en œuvre. Mais la mise en œuvre aussi, c'est difficile, ça suppose aussi son engagement à conduire la mise en œuvre jusqu'au bout avec des approches et des outils que j'ai parfois cités rapidement. Donc, une vision globale au sommet, des plans stratégiques très équilibrés et systémiques, quel que soit leur nom, parce que vous entendez parler de projets d'établissement au Sénégal, par exemple, pour les hôpitaux, les hôpitaux de santé, des plans stratégiques, on les entend toujours. Il y a des pays, tous les jours, il y a des pays qui ont des références comme ça, vision 2000, ceci, 2000, cela, 2020, 2030, et ce que j'ai appelé pays plans de croissance rapide, par émergence. Tout ça, c'est d'un vocabulaire que chacun peut, mais en réalité, il s'agit tout et simplement d'un plan stratégique. D'un plan stratégique. Il y a même des pays ou des organisations qui préfèrent donner un nom symbolique, par exemple. Voilà. Donc voilà, ce plan-là, je dirais même ces plans doivent irriguer toutes les sphères une culture comme ça. Mais ces plans n'ont aucun sens s'ils ne sont pas accompagnés de dispositifs auditables. Si les référentiels qui sont en place n'ont pas un certain degré de maturité, aujourd'hui, on mesure ces maturités par des critères de maturité, etc. Et donc, c'est un premier impératif. Vision stratégique, plan stratégique, mais aussi assorti de capacité de gérer la performance, de gérer des risques, d'assurer l'effectivité des contrôles, et puis, parallèlement, une gouvernance et des surveillants qui s'agissent de victeurs, etc. Et donc, ils surveillent pour ne pas me répéter tout cela. Un impératif, comme ça. Deuxièmement, quels que soient les outils, les démarches que vous mettez en place, vous devez expérimenter. Et créer une culture d'expérimentation, ça c'est aussi coacher les gens, accepter ce vieux principe du droit à l'erreur pour se corriger, des projets pilotes, des objectifs clairs, des résultats, des indicateurs de performance, et il y a tout cela à construire. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu certains pays, par exemple les États-Unis, quand ils ont adopté cette loi-là sur la performance et les résultats, qui est un texte incroyablement riche, effectivement, ils se sont dit que bon, ça, on ne peut pas l'appliquer en un jour. Ils ont choisi des instances où les choses ont été expérimentées et généralisées. Je pense que dans nos pays africains francophones, on a essayé de faire des choses comme ça avec les nouvelles réformes budgétaires. Et ensuite, ce qu'on a déjà dit, pour conclure aussi, une orientation vers la méritocratie. Parce qu'un leader bien mal entouré, tôt ou tard, il finit par arriver au bout du tunnel. Donc, ça suppose que simplement, non seulement la méritocratie, qui pose d'autres problèmes de sélection, qui fait quoi, qui fait quoi,
mais aussi de récompenses, et de récompenses visibles des gens qui réussissent, qui font de bonnes choses. Et aujourd'hui, on est d'accord que, en fait, une grande problématique, c'est des leaders qui ont des capacités de coaching. Et nous sommes en train de mettre en ligne, d'ailleurs, notre nouveau module de formation en ligne et sur le coaching, etc. Donc, une claire orientation vers la méritocratie des leaders coachs. Et évidemment, tout ça, il faut des analyses, il faut un travail et ensuite construire la législation qui sied, les outils qui sied. Je pense qu'au moins il y a deux étapes pour faire ça. Il y a l'étape de diagnostic stratégique, organisationnel et consort qui décline. Et si on veut arriver à un point B ou X, Y, Z, voilà ce qu'il faut faire, voilà les réformes, etc. Et puis il y a un problème de mise en œuvre. Le problème de mise en œuvre, c'est le problème de la formalisation des démarches, des outils, des stratégies, etc. Et c'est quelque chose que je cesse de faire avec des pays amis et qui ont compris que c'est un engagement des experts et des dirigeants. Et je pense que euh, souvent le grand problème, c'est qu'on sous-estime l'ampleur de cette tâche. Et on veut en 45 jours faire les diagnostics, en 45 jours accompagner les gens, l'assistance technique, le coaching, tout ça, la mise en œuvre, etc. Et je pense que c'est pas une bonne pratique, mais c'est un problème de ressources, etc. C'est pourquoi je pense aussi que nos pays comme nous devraient, dans leur budget, dégager les propres ressources importantes. Ne pas simplement dépendre d'un financement extérieur important, qui soit cohérent avec la stratégie de changement et que cette stratégie de transformation soit cohérente avec tout le reste. Ça coûte de l'argent, il faut dégager cet argent. C'est ça que je veux dire. Et donc, évidemment, c'est une forte volonté politique qui a compris ce que c'est vraiment le leadership transformation. Qui a compris la transformation. Il y en a qui pensent que parce qu'ils chefs, ils donnent des ordres, des trucs, et les choses vont changer. Si c'était ça, ils auraient changé depuis longtemps. Et donc, il faut une forte volonté politique, culture organisationnelle, culture de performance, tout ça, c'est la volonté, et puis ce courage d'être objectif contre toutes sortes de lobbies, etc. Et en fin de compte, penser de façon stratégique, un délire au sommet qui donne de la voix, comme on dit aujourd'hui, donne le top, qui montre l'exemple, qui guide, qui ne dirige pas tout seul, qui s'entoure des capacités additionnelles qu'il faut, qui sont capables de créer des coalitions gagnantes. Mais pour l'excellence, les performances, les mérites et la transformation. Je crois que le grand rôle du leadership, c'est de construire ça. C'est pourquoi aussi, d'après mon expérience, vouloir être leader parfois est très difficile si vous n'êtes pas bien entouré. Parce que si vous n'êtes pas bien entouré, votre entourage vous ramène sur des questions terre à terre. Et vous ramène sur des questions terre à terre. Vous risquez de devenir un manager du quotidien, un gestionnaire du quotidien, or que peut-être votre rôle de transformateur, c'était pas cela. Et je pense évidemment, pour être un grand transformateur, il faut avoir vécu des expériences aussi. Je pense pas au génie qui soit comme ça, parce qu'il a des talents. Non, souvent, il a vécu des choses, la loi du processus dont parle John Maxwell, et c'est peut-être c'était quelqu'un de curieux qui a appris et tout. Et comme on dit, les grands leaders sont de grands lecteurs, hein, qui a appris pas mal de choses. Et donc, je pense que c'est ça qui permet de faire des choix. Hein, qui s'est trompé, ou bien qui a vu des gens se tromper, et qui en a quand même tiré des leçons. Donc, cette loi du processus est très importante, et pour ce leader au sommet, et qui aura compris qu'il n'a pas dirigé tout seul, qui aura compris qu'il faut des coalitions gagnantes pour l'excellence, les plans. Évidemment, qui sait aussi sanctionner aussi bien les mérites que le mauvais travail. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui vont vous paralyser. Et vous avez écouté 2 ou 3 vidéos sur la gestion du changement sur ma chaîne YouTube, je crois, et qui montrent que la transformation n'est pas facile. Et vous avez tous les bloqueurs de la transformation dont j'ai proposé une typologie un peu et, quel est le terme, donc, pour passer un peu, hein, avec des termes comme les bois morts, tout ça, etc. Donc voilà. Donc le problème pour moi, pour vous, pour nous tous, c'est comment nous pouvons identifier les bons leaders. Comment nous pouvons les évaluer de par des critères pertinents. Un des critères étant son cercle rapproché, avec qui ils s'associent pour faire la transformation. Et c'est déjà un critère. Il y a de nombreux critères et donc, qui ne font pas l'objet
et de cette vidéo. Et puis également, comment ne pas se tromper sur le leader et croire que c'est un bon leader, qu'en réalité c'est un leader toxique. Et comme disent certains auteurs, et la fameuse vidéo que nous allons bientôt mettre en ligne. Voilà, quelqu'un, des leaders qui ont compris que tout seul, rien ne va marcher finalement. Et donc, c'est pourquoi j'ai terminé cette vidéo par une formule que j'aime dire dans les séances de formation coaching. 1, comme le chiffre 1, est un tout petit nombre pour atteindre la grandeur. Voilà, le reste risque d'être des illusions, des déceptions réitérées si on s'est trompé. Et je pense que il est important de cadrer la réflexion sur des critères, sur des outils, sur des évaluations, sur des principes. Donc, c'était un peu l'objet de cette conférence vidéo et donc j'ai fait sur un nouvel outil qui me semble très intéressant, LifeMeet. Et donc, je m'appelle Abdou Karim Gueye, je suis inspecteur général d'État à la retraite. Et aujourd'hui, j'étais inspecteur général pendant peut-être 30 ans. Je suis rentré très jeune d'ailleurs. Et consultant international, je m'occupe de plusieurs problèmes de gouvernance, de management, de réforme de l'État dans certains pays africains à la demande de gens. Et bon, j'ai également quelques plateformes de formation distance en ligne où je détaille ces choses-là de façon beaucoup plus effective avec des outils, avec des supports que vous pouvez télécharger. Bon, j'ai été également ancien directeur général de l'École nationale d'administration du magistrat du Sénégal. J'ai été aussi expert international détaché par le gouvernement du Sénégal auprès de la République du Djibouti. Et à mon arrivée, j'étais conseiller technique du Premier ministre. Et ensuite, j'ai été bizarrement l'inspecteur général d'État de ces pays pendant 4 ans ou 5 ans, je crois. Et j'ai dirigé le forum africain des inspecteurs généraux d'État. Et voilà, donc, ce que je dis souvent, je l'ai vécu et j'essaie de conceptualiser. Donc, je vous invite à fréquenter ma chaîne YouTube et à vous inscrire sur mes modules de formation sur les plateformes en ligne que vous trouverez parfois au bas des vidéos ou sur mes sites, mes blogs là. Et donc, voilà, j'espère que plutôt cette conférence a été intéressante. Si vous avez des observations, pourquoi pas me poster les communicats, comment on dit, les, vos observations donc sur les bases de dialogue qui servent à des discussions, etc. Donc j'espère que cette formation en ligne de 45 minutes, n'hésitez pas à m'envoyer par email sur mes plateformes, vous trouverez mon email et donc vos conseils, vos observations, ce que vous croyez, etc. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire un peu pour cette conférence en ligne. J'espère qu'elle vous a paru intéressante. À bientôt, j'espère. À la prochaine. Et merci.